Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci d'être à nouveau avec nous ce soir pour cette quatrième et dernière webconférence du MOOC sur le myélome qui a été préparée par l'Association française de lutte contre le myélome multiple. Alors, c'est avec un pincement au cœur que nous sommes avec vous ce soir, un pincement au cœur et une grande joie. Le pincement au cœur, c'est que c'est la dernière et que le MOOC va bientôt fermer ses portes. Et la grande joie, c'est que vous avez été très nombreux et nous vous en remercions chaleureusement à assister à ce MOOC et à être présents avec nous. Ce soir, c'est aussi l'occasion de se dire au revoir et d'aborder le thème suivant, les relations avec l'entourage. Voilà une vérification technique habituelle et c'est aussi l'occasion de vous demander si vous êtes bien avec nous ce soir et donc bien de nous envoyer tout simplement en utilisant le chat, c'est-à-dire la boîte, la barre verticale qu'il y a sur votre droite que les uns et les autres, en tout cas pour certains, connaissent et déjà utilisent, en nous souhaitant le bonsoir de Corrèze, de La Rochelle, des Vosges, de Corbeil, ce qui illustre une fois de plus l'aspect tout simplement de ce maillage du territoire et le fait que les uns et les autres veniez de toutes nos belles régions de France. Voilà, le bonjour de la Manche, etc., etc. Voilà, donc si vous avez toutes sortes de commentaires ou de questions, vous pouvez utiliser ce bouton chat et pour cela, vous entrez votre message dans la pastille qui se trouve en bas et vous appuyez sur le bouton tout simplement entrée de votre ordinateur. Voilà, encore un grand merci d'être avec nous ce soir. N'hésitez pas, si vous avez d'ores et déjà des questions, à les poser sur le chat, des commentaires, quels qu'ils soient. Voilà, nous avons ce soir avec nous un visage que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous connaissent, qui est celui de Karen, qui est à droite sur votre écran. Bonsoir Karen. Bonsoir. Et vous avez un nouveau visage que certains connaissent tout simplement parce que Sophie Delmer a été partie prenante avec le groupe de tuteurs bénévoles de la F3M pendant cette session et elle nous fait le plaisir. Bonsoir Sophie. Bonsoir à toutes et à tous. D'être avec nous ce soir et de montrer combien, une fois de plus, ont été impliqués, aidant les tuteurs du MOOC. Pour ma part, je serai à nouveau le monsieur loyal de cette conférence et j'ai aussi une pensée pour Audrey qui nous aide avec beaucoup d'efficacité depuis des semaines et des semaines sur toute la gestion des aspects techniques. Voilà. De nouvelles personnes nous rejoignent et nous les saluons. Voilà. Alors, nous allons vous donner les actualités du MOOC dans un premier temps, puis Karen aura le plaisir d'intervenir auprès de vous sur ce sujet qui vous concerne tous, les relations avec l'entourage. Et puis ensuite, nous aurons le plaisir de conclure cette session avec quelques informations complémentaires. Voilà. L'actualité du MOOC, écoutez, vous êtes près de 335 personnes à avoir participé au MOOC. Et vraiment, c'est un record que nous soulignons. C'est vraiment, c'est la quatrième session et un succès qui se renouvelle. Alors, ce succès, c'est avant tout, il se traduit par les commentaires que Sophie aura notamment l'occasion d'évoquer auprès de vous. C'est surtout un intérêt, c'est un partage à partir d'un parcours pédagogique que vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois à suivre. C'est aussi l'occasion de souligner la multiplicité, la diversité des commentaires, toujours intéressants, parfois poignants. Le tutorat, vous le savez, alors c'est achevé le 30 juin et c'est l'occasion vraiment
à nouveau de remercier toutes celles et tous ceux qui se sont investis, impliqués autour de vous, avec vous, et de vous remercier d'avoir contribué au succès de cette nouvelle aventure. Voilà, le MOOC fermera effectivement le dimanche 7 juillet, ce qui vous donne l'occasion, l'opportunité, et même c'est un souhait que nous émettons, que vous puissiez, dans la mesure du possible, eh bien, aller au bout de l'aventure, mais aussi et surtout nous donner votre avis, puisque vous avez un questionnaire dans le module 5, nous donner votre avis, et puis aussi, vous avez été très nombreux à remplir le questionnaire de début du MOOC. Si vous avez l'amabilité de remplir le questionnaire de fin du MOOC, qui inclut l'aspect de volet de satisfaction, ce serait formidable. Vous aurez la possibilité ainsi de comparer vos connaissances, mais aussi vos savoir-faire acquis entre le début et la fin du MOOC. Voilà. Je passe la parole à Sophie. Bien, eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Avec le MOOC qui se termine, moi aussi, je suis un petit peu nostalgique. À la fois nostalgique et puis requinquée un bon coup parce que j'ai vu des commentaires vraiment pleins d'espoir, pleins d'énergie et puis d'autres qui ont besoin plus d'un petit coup de pouce pour aller mieux, pour demander des conseils. Et j'espère que nous, les tuteurs, on leur a amené un peu de réconfort et puis que, à l'occasion de cette page qui se tourne, eh bien, ma foi, ils vont mieux. On a quelques commentaires qu'on a pris au vol, comme Mimi J. Merci à l'association et aux intervenants. Comme Sévi, j'espère pouvoir aider à mon tour un jour. Merci. Mais Sévi, je suppose qu'elle sera aussi la bienvenue. Sévi, ce MOOC a été une véritable mine d'informations. J'ai appris ma maladie début mars. Tous les modules sont ultra intéressants et abordent même des sujets qu'on n'avait pas encore anticipés. Merci pour les échanges avec les tuteurs toujours présents. Je ne suis pas sûre que sans ce MOOC, j'aborderai aujourd'hui ma maladie aussi sereinement. Je serai sûrement sur des dizaines de sites à essayer de glaner des infos ça et là. Merci beaucoup. J'ai l'habitude de dire que votre satisfaction, c'est vraiment notre récompense aussi. Et dans tous les commentaires qu'on a vus, c'est ce qui ressort. Vous avez l'air satisfait et aussi plus serein pour aborder votre maladie. Voilà, il y a aussi Erliane. Merci bien pour toutes ces informations. On a tous les participants de la F3M, malades et aidants. C'est bien aussi de se sentir moins isolé des autres durant la maladie. Et Aristobule se dit très admiratif du travail que représente la construction pédagogique de ce MOOC. Richesse des apports médicaux, techniques et humains. Vous avez vraiment balayé tous les aspects auxquels on ne pense pas nécessairement à chaque fois que des experts compétents. Comme je m'y suis mise assez tardivement ces derniers jours, un peu survolée des documents, mais j'espère pouvoir y revenir ultérieurement. Ce serait intéressant de savoir combien de personnes ont participé à ce MOOC, malades, aidants, familles. Un immense merci à tous. Donc Hervé vient de l'évoquer, 335 participants, des 1800 commentaires, voire même un peu plus. Donc c'était vraiment très riche et très dense. Voilà. Merci Sophie. Hervé, tu voulais ajouter quelque chose ? Les commentaires parlent d'eux-mêmes. Alors c'est un petit extrait. J'invite simplement ceux qui le souhaitent, pendant que le MOOC est encore ouvert, à aller poster leurs commentaires, leur avis. Et bien évidemment, une fois de plus, si vous en êtes d'accord, si vous en avez la possibilité de renseigner le questionnaire et d'aller au bout de l'aventure. Un certificat vous y attend si vous le souhaitez. Rien n'est obligatoire, bien sûr. Et bien, à toi, Karen. Merci. Je suis très heureuse une nouvelle fois de partager ce moment avec vous, d'en retrouver certains. Certains sont des fidèles du MOOC et de nos projets communs, et en rencontrer d'autres. Et notamment pour terminer cette nouvelle aventure, même s'il y aura d'autres MOOC, bien sûr, et qu'on se retrouvera,
et de terminer cette aventure sur la question des relations, et notamment des relations avec son entourage le plus proche. Et dans ces témoignages qu'on vient d'évoquer avec Sophie, on se rend compte que durant cette épreuve, ces liens sont essentiels, les liens sociaux, les liens amicaux, l'affection, la solidarité, le partage, pouvoir communiquer, ne pas se sentir isolé. On se rend compte justement que cette dimension de la relation, elle est absolument essentielle. Donc, cette question des relations avec l'entourage, elle est très, très importante pour chacun d'entre nous. J'en profite d'ailleurs, après toi Hervé, pour aussi remercier et féliciter l'équipe de tuteurs, mon équipe aussi, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime et d'affection pour cet engagement, et remercier tous les participants qui ont encore rendu ce MOOC extrêmement riche. Alors moi j'aimerais, comme j'essaie de le faire à chaque fois, transformer ce moment davantage comme un partage, un échange, même si on ne peut pas forcément se parler de manière totalement ouverte et fluide. Et avant d'ouvrir un petit peu ces échanges avec vous, de pouvoir plus précisément peut-être répondre à vos questionnements, voilà, je voulais vous apporter ce sujet, mais sous un angle un petit peu différent. Les relations avec l'entourage, j'ai eu envie de l'aborder avec vous à partir de ce que me disent les proches des malades en consultation. Et j'ai fait effectivement un petit recueil des expressions, des questionnements, des difficultés que les proches pouvaient rencontrer face à une personne atteinte de cette maladie dans le quotidien, dans la compréhension des choses. Et quelque part, j'ai trouvé intéressant d'aborder sous cet angle du regard de l'aidant, parce que finalement, en tant que patient, en tant que malade, c'est une question qui nous taraude, qu'on se pose, à laquelle on est sensible constamment. Comment nos proches le vivent, qu'est-ce qu'ils comprennent, comment communiquer avec eux, comment les informer, comment pouvoir partager des choses, pouvoir rester solidaire, comment faire en sorte qu'ils le vivent le mieux possible, voilà, comment rester soudés pendant une épreuve qui déstabilise énormément. Donc, j'ai trouvé intéressant de partir des paroles en fait de ses proches. Alors, bien sûr, ce myélome multiple, c'est une épreuve individuelle, bien sûr, mais c'est aussi une épreuve collective, c'est aussi une épreuve pour la famille, pour le couple. C'est une épreuve qu'on va traverser ensemble. Et les relations sont évidemment, comme la vie entière, bouleversées par cet événement, par ce diagnostic. Et en dépit de nos sentiments, de notre affection, de notre attachement, de notre volonté de bien faire, on n'est pas toujours en capacité de se comprendre. Et c'est un petit peu aussi un petit peu l'enjeu de ces échanges entre nous, c'est d'essayer d'avoir un petit peu de lumière sur certaines choses qui nous semblent parfois compliquées à gérer dans ces moments difficiles. Alors la première, je dirais, question, le premier niveau de questionnement que moi je rencontre extrêmement fréquemment chez les proches, c'est « mais qu'est-ce qu'il comprend de la maladie ? Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux communiquer avec lui ou avec elle ? De quoi peut-on parler ? Est-ce que je peux aborder le sujet de la maladie librement ? Jusqu'où je peux aller ? Et ces questions-là, elles répondent finalement aux questions des malades qui se disent « mais qu'est-ce que je vais leur dire ? Qu'est-ce qu'ils ont compris ? Que sont-ils capables d'entendre ?» Et on se rend compte que finalement, cette question, elle est partagée par tous. Et que souvent, dans un souci de protection mutuelle, on ne va pas communiquer, alors que chacun, finalement, a une connaissance de la situation, a des questions, a envie de partager des choses, et ce n'est pas toujours possible, ou en tout cas, ça peut être un peu compliqué. Alors, ces questions de qu'est-ce que l'autre a compris, qu'est-ce qu'il est capable d'entendre, elle est particulièrement sensible, proche de l'annonce du diagnostic, évidemment, ou quand on a une nouvelle, ou etc., qui modifie un petit peu la perception des choses. Et là, j'ai envie de dire que communiquer sur cette question-là est toujours quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui
quel que soit le statut de notre proche et quel que soit son niveau de compréhension, je pense aussi à nos parents qui peuvent avoir des fragilités, des problèmes de mémoire ou des problèmes démentiels, des fragilités psychologiques. Je pense à nos enfants, à nos petits-enfants. Eh bien, on sait aujourd'hui, on le sait absolument parce qu'en plus, on l'a étudié, que les personnes auxquelles on ne parle pas de la maladie vont plus mal que celles avec lesquelles on communique, quel que soit le niveau de fragilité et quel que soit l'âge. Voilà, ça déjà, c'est quelque chose d'important. C'est pas toujours simple, évidemment. Hein. Il faut trouver le moment, les mots adaptés. Mais finalement, la personne qui est proche de vous, qui vous aime, elle sent, elle perçoit les difficultés, elle entend des bribes de conversation, elle est sensible à des émotions. Et ne pas communiquer avec l'autre, ne pas recueillir son sentiment, ne pas partager sur la maladie, ça complique en général le vécu davantage que cela ne protège. Donc ça, c'est la première chose. Et parce que j'entends tout le monde en consultation, les malades et les proches, je peux vous dire que j'ai des malades qui me disent « je n'en parle pas à ma fille, par exemple, parce que en ce moment, elle est… voilà, elle a une période difficile, elle vient de changer de travail, je sais que c'est compliqué pour elle. » Et moi, j'ai la fille qui me dit « j'évite d'en parler à mon père parce que je sens que c'est compliqué, voilà, qu'il est inquiet, donc je fais comme si tout allait bien. » Et là, on se rend compte que chacun, finalement, a envie d'en parler et besoin d'en parler. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième plainte, on va dire, ou en tout cas le deuxième ressenti sur lequel j'ai envie de vous sensibiliser par rapport à ce que les aidants me livrent, c'est une espèce de perte de repère par rapport à ce qu'on a l'habitude de trouver chez son proche. C'est-à-dire, on est un petit peu dérouté par les attitudes, les comportements, les réactions de son proche malade. Et donc, j'ai beaucoup d'aidants qui me disent « mais je ne le comprends pas, je ne le reconnais pas, je ne comprends pas ses réactions ». Donc ça, ce sentiment un petit peu d'étrangeté, il est assez fréquent, notamment dans les premiers temps, mais aussi, je dirais, quand la situation peut se compliquer ou quand des traitements difficiles sont à traverser. Voilà, donc… ou quand les symptômes sont importants, hein, la fatigue, la douleur. Finalement, la personne malade va bien évidemment être traversée par tous ces sentiments, ces émotions, ces inquiétudes, et va devoir faire face à toutes ces émotions. Et parfois, voilà, les réactions peuvent être un peu déroutantes. Alors, chacun va réagir à sa manière. Certains vont se replier, d'autres vont s'effondrer, d'autres vont être dans le contrôle, dans l'hyperactivité, dans la recherche d'informations. D'autres vont partager avec leur entourage, mais à l'inverse, d'autres personnes vont vraiment limiter la communication et finalement éviter le sujet de la maladie. Vous allez avoir des gens très combatifs, d'autres qui vont être dans une position beaucoup plus passive, etc., ou de confiance par rapport à l'équipe et qui vont dire moi j'attends de voir, etc. Et finalement, il n'y a que face à une telle épreuve qu'on sait vraiment comment on réagit en réalité. Le reste, c'est un peu théorique. Il n'y a qu'en face de l'épreuve qu'on se rend compte de sa manière de vivre les choses. Et pour l'entourage, ça peut être très déstabilisant. Donc moi, j'ai souvent des proches qui sont un petit peu perdus en réalité, qui sont en perte de repère et qui ne savent plus vraiment comment communiquer avec la personne malade. Par exemple, ils peuvent décrire des situations, c'est assez classique, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus comment se positionner, ils me disent « alors, je veux l'aider, donc j'ai voulu l'aider à porter quelque chose et elle m'a dit « mais écoute, je ne suis pas handicapée, je suis capable de le faire ». Et donc, la fois d'après, je me suis dit « oh là là, je ne vais pas le faire ». Et puis, elle a monté les courses en regardant un peu les yeux, en levant les yeux au ciel et en disant évidemment, moi, il faut que je fasse tout. Là, vous restez comme ça. Et donc, les aidants m'expriment aussi des difficultés à trouver la bonne attitude. Et parfois, en réalité, vu les sentiments contradictoires, les émotions que ressentent les malades, finalement, il n'y a pas réellement de bonne attitude en réalité. C'est très difficile en fait, c'est presque parfois impossible d'avoir une attitude adaptée. On est presque condamné à ne pas répondre exactement aux besoins puisqu'ils sont extrêmement contradictoires et variables dans le temps.
La troisième chose que moi, j'entends souvent en consultation, par exemple, dans les situations relationnelles avec les proches qui peuvent être un petit peu compliquées, c'est les proches qui vont exprimer le fait que la personne malade n'accepte pas ses limites, les limites qu'impose la maladie. Et donc là, les proches peuvent être extrêmement déroutés en disant « mais il ne veut pas se reposer, il est encore plus actif qu'avant, il se met en danger, il ne veut pas être aidé, j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte. » Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que les aidants peuvent exprimer. Et là, je dirais que le risque au niveau relationnel, c'est que l'aidant se positionne de manière un petit peu infantilisante. C'est-à-dire que en étant en face de cette nouvelle fragilité de l'autre, on aurait parfois tendance à le surprotéger, mais le malade peut avoir tout à fait besoin, au contraire, de garder un maximum d'activité et d'autonomie, comme une forme aussi de rébellion. On n'est pas forcément dans une situation de déni, mais aussi dans une manière de garder le contrôle sur son existence, de vouloir continuer à vivre le plus normalement possible. Mais parfois, pour l'entourage, c'est un petit peu difficile à vivre. À l'inverse, vous avez des proches qui me disent en consultation « je comprends pas, je le trouve pas combatif, je trouve qu'il se laisse aller parce qu'on ne veut plus sortir, on dit qu'on est fatigué, on arrête certaines activités, etc. etc. » D'ailleurs, c'est je dirais un reproche, entre guillemets, que font beaucoup de nos enfants jeunes, c'est-à-dire que les jeunes adultes et les adolescents ont souvent un petit peu cette position par rapport aux parents malades, en fait. Ils n'ont pas forcément une très, très grande indulgence sur ces nouvelles limites. Et là, on va dire qu'on a un autre risque relationnel, c'est d'avoir des proches qui vont être dans une forme d'hyperstimulation, c'est-à-dire d'exiger du malade, finalement, des choses qu'il ne peut pas produire. Et là aussi, ce sont des situations qui sont relativement fréquentes. Alors, ces deux situations, elles illustrent quelque chose, elles illustrent la nécessité, je dirais, d'abord d'avoir de la compréhension mutuelle, de la communication pour essayer de ne pas vivre trop de malentendus, mais aussi de laisser du temps. La notion du temps, que ce soit dans le vécu individuel de cette maladie ou dans la manière de retrouver un équilibre ensemble, cette notion de temps est essentielle. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous livrer sur des plaintes ou l'expression que les aidants peuvent venir déposer dans mes consultations. Alors déjà, peut-être je vais faire une petite pause maintenant pour pouvoir répondre à vos réactions ou à vos questions. Je ne sais pas, Sophie, si tu as identifié des choses intéressantes sur lesquelles on pourrait échanger. Oui, Karen, il y a déjà une ou deux remarques qui m'ont interpellée. C'est Olivier qui nous dit « Mais quand les deux craquent en même temps, c'est vraiment difficile de garder de la solidarité. » Bien sûr. Finalement, c'est assez mal fait parce que, comme je disais, en dépit de l'amour et de la bonne volonté, en fait, on est tous déstabilisés et donc on n'est pas dans nos capacités optimales, ni de compréhension des choses, ni d'adaptation idéale. Et pour le coup, c'est vrai qu'on n'est souvent pas, en fait, aussi bien l'un que l'autre ou les uns que les autres, réellement en pleine capacité d'être aidant comme on le souhaiterait. Et là, il peut y avoir pas mal d'incompréhension, pas mal de tensions. Voilà, il peut y avoir des difficultés relationnelles assez difficiles, on le sait, avec, heureusement, aussi beaucoup de situations d'enrichissement et de solidarité qui se renforcent, mais on ne peut pas nier les difficultés relationnelles liées à cette maladie, les tensions, les malentendus, les difficultés à communiquer, les difficultés au niveau de l'intimité, la socialisation, l'isolement. Voilà, donc évidemment que ça met les liens à rude épreuve et que parfois on ne se sent pas forcément, et d'un côté et de l'autre, tout à fait compris. Il y a aussi Geneviève qui se pose la question concernant les informations qu'on a au sein du couple. Faut-il inciter ou forcer les aidants à suivre le MOOC? Geneviève a sa fille qui l'a suivi, mais a priori pas son mari. Et donc, Geneviève a l'impression de nier la maladie. Est-ce que le MOOC, il faut inciter son conjoint, sa conjointe, son aidant à le suivre, ou alors est-ce que c'est à nouveau entrer dans des détails de la maladie
qu'en fait, le conjoint peut-être essaie d'oublier, je vais dire. Ben là, je dirais, Sophie, qu'il n'y a pas de règle parce que ça dépend un peu de la capacité de chacun, de où en est chacun par rapport à ce processus d'adaptation. Le principe de communiquer, de s'informer, de suivre le MOOC notamment, ce principe est de toute façon un bon principe. Il est souhaitable de s'informer, il est souhaitable de ne pas s'isoler, il est souhaitable de partager sur la maladie. Donc, bien sûr, inciter, inviter nos proches à participer au MOOC, bien sûr, ça a beaucoup de sens. Par contre, il faut aussi accepter l'idée que certains ne se sentent pas en capacité de le faire à un moment donné. Pourquoi? Parce que ça peut être trop anxiogène pour eux, ils ne sont pas en capacité encore d'entendre certaines informations. Ils ont peut-être peur d'être déstabilisés par certaines choses. Il y a beaucoup d'appréhension. Je pense que on n'est pas toujours bien placé en tant que malade et même en tant que proche pour convaincre en réalité, paradoxalement. Moi, je dirais que j'encouragerais peut-être aussi le proche à prendre contact avec l'association, avec un bénévole, communiquer avec un proche qui pourrait… Parce que si vous voulez, souvent c'est une appréhension qui empêche l'accès à certaines aides, notamment au MOOC, mais aussi à des aides d'accompagnement psychologique, hein, et que souvent il suffit des mots, d'un échange avec quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un de bienveillant, pour que ces freins soient levés. Donc oui, bien sûr, inciter, mais en même temps, à un moment donné, je comprends éventuellement la déception, mais comprendre que ce soit difficile ou pas encore possible pour quelqu'un. Heureusement, le MOOC revient régulièrement, donc ce sera probablement possible la prochaine fois. Et concernant l'aide, puisque je suis à la fois tutrice du MOOC, mais aussi malade, je me suis rendu compte également que c'est pas d'accepter parfois de l'aide qui me met en colère ou qui me déstabilise, c'est d'accepter d'en avoir besoin. Et ça, c'est moi que ça concerne. Et parfois, je suis en colère contre moi parce que je veux faire des choses pour me prouver finalement que je n'en ai pas besoin, alors que c'est pas du tout ce qu'on me demande. On me demande simplement d'accepter cette aide qui est vraiment donnée avec tout son cœur de mon époux en l'occurrence. Et voilà ce qui me met en colère, moi, c'est d'accepter d'en avoir besoin. Ben ça, tu sais, Sophie, ce que tu décris, je pense que c'est largement partagé par de nombreux malades et c'est une réaction tout à fait compréhensible. Être fragilisé, plus être en capacité d'assumer certaines choses, alors qu'on est autonome, qu'on était actif, etc. Déjà en soi, accepter ces limites-là, accepter de s'y adapter, c'est extrêmement difficile. On peut avoir un sentiment d'injustice, de la colère, et ça crée des tensions. Et à un moment donné, accepter d'être aidé, c'est aussi une démarche d'acceptation qui prend du temps. Et je dirais que ça demande aussi du tact de la part des aidants, si j'ose dire, en tout cas de ceux qui nous accompagnent. C'est souvent la manière, en fait, qui va faire la différence. Et finalement, il vaut mieux pas demander à quelqu'un s'il a besoin qu'on l'aide, en fait. Parce que ça le remet en face de certaines difficultés, de certaines limites qu'il a du mal à supporter. Il faut avoir souvent des approches un peu plus subtiles, sans demander à l'autre de verbaliser ce besoin. Donc, ça demande de l'écoute, ça demande de l'anticipation, ça demande des fois de nous voyer, de faire les choses un peu parce que nous, on a envie de les faire et pas forcément parce que l'autre nous l'a demandé, mais c'est à nous que ça fait plaisir ou c'est nous qui en avons besoin. Je dirais qu'après, c'est un petit peu au niveau de la communication, quelques manières de faire ou d'aborder ou d'aider qui vont être mieux vécues par le malade. Mais bien sûr que tout ce qui rappellera au malade son besoin de l'autre, d'être aidé et ses limites, peut générer de la tension. Et il y a quelque chose qui est aussi tout à fait humain, c'est que plus on est dépendant de quelqu'un, plus on lui en veut en même temps. C'est-à-dire, on peut l'aimer infiniment, il va être extrêmement reconnaissant, et en même temps, ça nous met un peu en rôle d'en avoir autant besoin. Donc, ça explique aussi certaines réactions, certains comportements qui peuvent être des fois un petit peu durs du malade vers l'aidant,
parce que sentir qu'on est parfois, qu'on a autant besoin de l'autre, et ben voilà, ça peut être quelque chose de difficile à accepter. Il y a aussi une question relayée par Hervé. C'est Aristobule qui la pose dans le cas d'hospitalisation à domicile. Elle souligne le rôle essentiel de l'aidant et elle aimerait que ce rôle soit officiellement reconnu parce que, somme toute, ça fait économiser parfois des journées d'hospitalisation et ça serait vraiment intéressant. Et elle demande s'il y a un protocole d'information ou de prise en charge de l'aidant à l'hôpital lors de l'annonce de la maladie ou lors d'une rechute. Alors là, que le statut d'aidant soit reconnu, alors on est dans… Bon, il y en a qui sont plus au courant que moi et je vous renvoie vers l'association on a certains vraiment membres de l'association qui s'occupent particulièrement de toute cette évolution. Mais bien sûr, on va de toute façon vers plus de reconnaissance du statut d'aidant et tant mieux parce qu'effectivement, nous pouvons tous être malades, nous allons tous être malades et nous pouvons tous être aidants, nous allons tous être aidants. Et donc, c'est important aussi que cette mission d'accompagnement soit reconnue parce que c'est quelque chose d'essentiel, mais aussi qui demande beaucoup psychologiquement et physiquement. Et alors, est-ce qu'il y a des protocoles d'accompagnement à l'hôpital? Alors, il y a peut-être des initiatives locales. Je dirais que de manière générale, dans le plan cancer, il est prévu que les proches puissent être accueillis, bénéficier d'un suivi psychologique, puissent aussi être accueillis en consultation, être informés, pouvoir bénéficier de certains soins de support. Donc ça, c'est prévu de manière générale, mais dans les faits, en fait, les proches sont relativement peu accompagnés et pris en charge. Souvent, c'est eux qui doivent prendre l'initiative de trouver des solutions à l'extérieur de l'hôpital, aussi pour des raisons, je dirais, pratico-pratiques et matérielles. C'est qu'on n'a pas forcément, nous, on voit énormément de patients, on n'a pas forcément non plus la disponibilité d'accueillir tous les aidants qu'ils souhaiteraient, ou en tout cas, on le fait de manière ponctuelle, et souvent, il faut trouver des relais à l'extérieur. Là, j'en profite pour dire qu'au niveau des relais à l'extérieur, alors effectivement, l'hôpital peut proposer une aide, qu'elle soit sociale, qu'elle soit psychologique, etc. Mais aussi dans le cadre des associations, il peut y avoir aussi des dispositifs qui sont prévus. C'est notamment vrai pour la Ligue contre le cancer qui propose en fait et qui prend en charge financièrement en partie cet accompagnement des aidants. Et que même si les aidants ont besoin d'une aide et d'un accompagnement psychologique, vous avez les centres médico-psychologiques, vous avez des médecins psychiatres qui sont remboursés par la sécurité sociale, qui font de la psychothérapie. Et nous-mêmes, psychologues, aujourd'hui, nous sommes en partie, en tout cas, de plus en plus remboursés par les mutuelles. C'est une petite indication pratique, mais qui peut être utile aux aidants. Alors, je vais aborder un petit peu rapidement ce deuxième volet de l'expression des aidants dans mes consultations. Alors, de quoi éventuellement se plaignent-ils ces membres de l'entourage quand ils viennent me voir? Qu'est-ce qui est difficile parfois à vivre pour eux et qu'ils ne vous disent pas forcément à vous quand vous êtes malade? Alors d'abord, ils se plaignent évidemment eux aussi de fatigue, voire d'épuisement, parce qu'effectivement, traverser cette épreuve de la maladie et vivre avec cette maladie, c'est une course de fond. C'est une course de fond pour le malade, mais aussi pour ses proches. C'est physiquement et psychiquement que ça demande beaucoup d'énergie, y compris aux aidants. Que, en plus, les proches sont souvent dans une tentative de contrôle des émotions, ce qui demande aussi beaucoup d'énergie. Et que parfois, comme on expliquait, il y a des malentendus, il y a des difficultés de communication, il y a des tensions, et que ça pèse aussi sur les aidants. Sachant que parfois, ce sont les aidants qui sont plus en souffrance que les malades eux-mêmes. C'est-à-dire que, bien sûr, dans de nombreuses situations, ce sont les proches qui souffrent le plus. Donc, on a toutes les configurations. Donc, effectivement, des plaintes de fatigue et d'épuisement. On a aussi l'expression chez les proches de sentiments de culpabilité. Et ça, quels que soient les âges. Même les adolescents ou les enfants en consultation peuvent exprimer de la culpabilité à leur manière par rapport aux malades. Alors, pourquoi de la culpabilité?
D'abord parce que on n'a pas éventuellement su s'adapter ou bien répondre, parce qu'on n'a pas été là au moment où il aurait fallu, parce qu'on n'a pas su convaincre de faire les examens plus tôt, parce qu'on a des sentiments parfois un peu contradictoires et qu'on va être un peu dur ou on va réagir un petit peu, voilà, ou être un peu dans l'évitement. C'est-à-dire on a tellement peur, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi répondre que finalement on ne va pas aller voir le proche, on ne va pas l'appeler, etc. Et on ressent de la culpabilité, mais en même temps on ne se sent pas capable d'assumer. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Donc, la culpabilité, elle existe chez les malades aussi, bien sûr. Hein, on peut tous ressentir de la culpabilité par rapport, évidemment, absolument pas justifiée par la situation, puisque nous sommes victimes de la situation. Mais une culpabilité générée par le fait, peut-être, de ne plus pouvoir assumer ses responsabilités comme avant, d'avoir besoin d'aide, de faire peser un certain nombre de choses sur son entourage. Voilà, bon. Donc, la culpabilité, elle est vraie pour tout le monde. Elle peut exister pour tout le monde. Ce que les proches expriment aussi en consultation, parfois, c'est un manque de reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils ont parfois l'impression que le patient, le malade, trouve normal ce qu'ils font, ressent pas toute l'intensité de la bonne volonté ou de l'engagement, et que parfois même les relations sont compliquées, et donc il peut y avoir un manque de reconnaissance de la part des aidants. Alors, moi, je sais parce que les malades, souvent, eux, me disent qu'ils se rendent compte à quel point le proche est essentiel, tout ce qu'il fait pour eux, etc. Mais ils ne le verbalisent pas forcément. Et moi, j'encouragerais un petit peu les malades à exprimer davantage, finalement, les sentiments positifs qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de l'action des proches et de la présence des proches, parce que ce n'est pas forcément une évidence d'être assuré là-dessus quand on est proche. On a aussi besoin d'entendre que ce qu'on fait, c'est bien, que c'est utile, que c'est adapté. Et voilà, donc moi j'ai beaucoup d'aidants qui ont besoin de ça en fait et qui ne le ressentent pas suffisamment. Et puis, dans l'expression de ses proches, dans mes consultations, je dirais que j'ai un peu aussi tous ces témoignages sur les effets de la maladie sur la relation. C'est-à-dire que vous avez tous ces témoignages qui vous disent que la relation peut éloigner, peut créer des tensions, des incompréhensions, que ça peut créer de la distance, qu'on ne peut plus se parler, qu'on n'arrive plus à se toucher, qu'on n'arrive plus à retrouver de l'intimité, qu'il y a beaucoup de non-dits, qu'il peut y avoir de l'isolement. Voilà, il peut y avoir ces plaintes-là. Et heureusement aussi, et parfois pour les mêmes personnes, au bout d'un certain temps, le sentiment que cette épreuve les rapproche. Et là, on nous parle de solidarité, de proximité, de rapprochement affectif, de renforcement des liens. Et donc, on sait aussi que cette épreuve, elle a cette potentialité, cette force de rapprochement, mais à condition qu'on arrive à protéger ce lien le plus possible, et je dirais en communiquant, idéalement, en se faisant aider si jamais c'est compliqué, c'est très important, en essayant de préserver de l'intimité, peut-être au moins essayer de garder contact, de se toucher, de se tenir la main, de rester proche physiquement, parce que c'est aussi une épreuve qui peut nous éloigner physiquement. Donc, cette proximité, essayer de la maintenir parce qu'on a vite fait de la perdre et elle est importante pour apaiser les tensions et les conflits. Et puis, effectivement, comme je vous disais, accepter individuellement, mais aussi ensemble, peut-être, d'être aidé, d'être accompagné, notamment psychologiquement, si des difficultés deviennent difficiles à surmonter, pour éviter que cette maladie devienne une source de distance dans nos relations, parce qu'évidemment, c'est dans ces moments-là qu'on a le plus besoin de solidarité et de communion et de partage pour profiter au maximum de cette existence et préserver notre qualité de vie et notre envie de vivre cette vie pleinement. La dimension relationnelle, la dimension affective, elle est évidemment, on le sait tous quand on est malade, essentielle. Et donc, accepter aussi d'être aidé quand ces relations sont difficiles. Je ne sais pas si, Sophie, tu voyais d'autres questions qui pouvaient être intéressantes. Pour étayer ton dernier propos, j'avais noté un commentaire d'Isis sur le MOOC qui disait que la reconnaissance de ce qu'on pouvait vivre en tant que malade et en tant que proche a été primordiale pour nous surpasser et ne pas être enfermés dans la maladie sans pour autant la nier.
Et la question à laquelle tu as répondu, c'était qu'est-ce qui favorise le maintien du lien dans le couple? Donc, Isis a répondu, elle, déjà dans le MOOC. Et il y a Patricia aussi qui dit que parfois les rôles sont inversés, le malade devient aidant psychologique. Bien sûr, bah, c'est pas exceptionnel, comme je disais tout à l'heure, parfois c'est l'aidant qui va plus mal que le malade, et parfois c'est le malade qui va étayer ou renforcer l'aidant. Alors je dirais que dans le temps, c'est souvent un peu fluctuant, hein, cette histoire-là, parce qu'évidemment c'est un parcours long, hein, et donc il peut y avoir des périodes où l'un est plus fragilisé, l'autre plus fragilisé. Idéalement, c'est mieux quand c'est pas en même temps. Enfin bon, c'est souvent aussi derrière quelques contrariétés, incertitudes, déceptions, inquiétudes qu'on partage, qu'on est fragilisé ensemble. Moi, je dirais que le fait d'être aidant de son aidant quand on est malade, c'est aussi essentiel. Je ne dis pas que c'est toujours facile d'aider quelqu'un quand on est fragilisé, mais en même temps, ça nous rappelle qu'on n'est pas qu'un malade, qu'on n'est pas que nos fragilités, qu'on est aussi celui sur qui l'autre peut compter en dépit de la maladie. C'est important aussi de se rappeler nos ressources, nos forces et aider les autres, continuer à assumer des responsabilités, continuer à assumer des rôles, même si c'est difficile. C'est aussi gratifiant, c'est aussi réconfortant. C'est aussi ça qui donne du sens à notre existence, c'est continuer à être utile aux autres, même si on est fragilisé par la maladie. Donc j'aurais envie de dire que chaque situation est différente, mais être aidant de son aidant quand on est malade, je dirais que si ça arrive, moi je trouve ça plutôt positif, à condition que ce ne soit pas peut-être trop lourd ou trop systématique, que ce soit dans un cas ou dans autre, que quand c'est toujours l'un qui soutient l'autre, évidemment, la difficulté peut apparaître, mais que chacun, à un moment donné, soit une ressource pour l'autre, même en étant malade, en dépit de la maladie, c'est évidemment quelque chose de très positif. Hein, on continue à avancer ensemble, on n'est pas réduit à sa maladie. En parlant de réduire à sa maladie, en tant que malade, quand on voit notre corps, notre physique se métamorphoser, quand on devient quelqu'un que finalement on ne connaît pas, quand on rejette soi-même déjà sa propre image, est-ce que le sentiment ou la peur de l'abandon est un sentiment commun aux malades? C'est un sentiment, en tout cas, que les malades peuvent ressentir, parce qu'évidemment, en étant fragilisés, en n'étant pas forcément en capacité d'assumer la vie comme avant, de participer aux activités comme avant, peut-être se sentir moins désirable, moins performant, entre guillemets. Bon, tout ça, ça peut fragiliser l'estime de soi-même, évidemment, on le comprend. Et en fragilisant l'estime de soi-même, ça peut aussi générer des doutes sur la capacité du couple, notamment à dépasser l'épreuve. Ça dépend aussi beaucoup de la manière dont l'autre vit cette épreuve et se positionne, évidemment. Donc ce sentiment, en tout cas d'insécurité, on le rencontre relativement fréquemment, à un moment ou à un autre. Et que là, je dirais qu'il y a probablement vraiment une utilité à en parler à l'extérieur, à se faire aider pour essayer d'apaiser un petit peu ce sentiment, parce que soit il est tout à fait personnel et la relation ne justifie pas forcément ce sentiment, et on risque à un moment donné de créer des difficultés dans la relation alors qu'elles n'y sont pas. Soit effectivement, il y a des signes, par exemple, d'épuisement chez l'autre ou de distance qui justifient un petit peu un sentiment d'insécurité, auquel cas il vaut mieux en parler pour essayer de trouver des solutions, et notamment pour le couple ou pour la famille, de poser un petit peu les choses pour voir comment on peut continuer à avancer ensemble sans mettre en péril les liens qui nous unissent. D'accord, Karen. Je vois le temps passer, Sophie. C'est important aussi que tu puisses vraiment avoir ton moment pour pouvoir parler un petit peu de cette expérience. Si tu veux bien peut-être prendre le relais. Oui, Karen. Alors, en ce qui me concerne,
j'ai eu la chance d'avoir un aidant qui était à la fois très ouvert, très en recherche de m'aider, de devancer tous mes besoins. Alors c'est vrai qu'il s'est épuisé. C'est vrai que la maladie nous a transformés. On n'est plus du tout les mêmes. Mais cette chance que je souligne à nouveau et les merci que je lui dis au quotidien, en fait, chez nous, ça a renforcé les liens. Et il y a beaucoup de commentaires que j'ai lus justement sur des personnes qui ont été abandonnées par leur conjoint, des personnes qui doutent. En ce qui me concerne, nous avons franchi toutes les étapes une par une, main dans la main, et que ce soit des premières prises de sang où le doute s'est installé à la première visite chez l'hématologue, on a tout supporté ensemble. J'ai bien sûr, on a bien sûr flanché au départ, c'est pas possible autrement, mais rapidement, mon mari s'est ressaisi pour prendre à bras le corps son rôle d'aidant. Et quand on a traversé, et moi en particulier, le plus difficile, qui est la période de l'autogreffe, du retour à la maison, quand j'ai commencé à me rétablir, alors on a fait aussi ce jeu de l'aidant aidé, ce qui procure aussi un équilibre à la maison, c'est-à-dire que c'est plus lui aujourd'hui que je vais bien, qui m'aide en permanence, c'est aussi moi qui l'aide à franchir cette étape entre la rémission et ma future rechute. On essaie d'avoir des projets, de vivre un quotidien où la maladie reste quand même, je ne vais pas dire omniprésente, mais relativement présente, puisque ça a jeté quand même un voile sombre sur notre avenir. Et en tant qu'aidant, je reconnais aussi certaines remarques que tu as faites, c'est-à-dire qu'il est parfois aussi hyper protecteur. Et dans ma nouvelle vie de malade en rémission, je veux parfois prouver des choses. Est-ce que je simule parfois d'aller bien? Ça m'arrive. Ça m'arrive de ne pas vouloir l'inquiéter dans un moment de joie ou d'unité partagée. Ça m'arrive de ne pas avoir envie de montrer mes faiblesses, ce qui mène forcément à des conflits, puisque j'essaie de faire des choses que je n'ai plus le droit de faire. Je ne suis pas hyper active, mais j'essaie aussi de susciter parfois en lui un espoir de me voir, pas guéri bien entendu, mais reprendre ma vie d'avant. Et on n'est pas toujours d'accord sur le sujet parce que je dois faire attention à moi. Et il me rappelle souvent que je suis fragile, alors que moi, cette fragilité, j'essaie de l'oublier. Et en m'exposant parfois, donc c'est à la fois mon garde-fou et voilà, donc parce que j'essaie aussi d'oublier cette maladie, mais on n'est plus vraiment comme avant. On a changé. Et il a changé, j'ai changé. Et ce changement, ces nouvelles personnes qu'on est devenues, c'est-à-dire des personnes blessées, moi vraiment dans ma chair, lui aussi malgré tout dans la sienne, parce que voir la personne qu'on aime traverser cette épreuve physique des traitements, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est vrai que parfois, cette forme et cette suractivité, certains malades vont se reconnaître, c'est pour aussi redonner de l'espoir aux gens qui sont autour de nous, nos enfants, nos parents. Et
Et aussi, c'est bien d'être canalisé parfois. Voilà, donc c'est une période difficile. Dire qu'il faut en parler, évidemment, ça dépend des couples. Il y a Marinette qui disait dans le MOOC, et là on sent tout le poids de l'éducation, chez moi on ne doit pas se plaindre. Ce à quoi je lui avais répondu qu'il ne s'agit pas de se plaindre, et d'ailleurs un autre tuteur lui a dit, c'est simplement s'autoriser à exprimer sa souffrance et ses peurs, mais déjà ça, certaines personnes n'y arrivent pas. J'ai eu la chance de pouvoir le faire, j'ai la chance de pouvoir le faire au quotidien et d'être encouragée. Pour reprendre la remarque de Geneviève, mon mari ne veut pas suivre le MOOC. C'est pas qu'il refuse absolument, on en parle beaucoup à la maison, mais j'ai l'impression que c'est aussi pour lui un retour permanent à la maladie alors qu'il essaie forcément de l'oublier. Et la question qu'il m'a posée quand je me suis engagée auprès de la F3M, ou tout du moins quand j'ai souhaité devenir bénévole, c'est « est-ce que tu vas jamais te sortir de ça? Est-ce qu'il faut en parler tout le temps? Est-ce que c'est bien pour ton équilibre psychique de ne pas sortir de cette maladie ?» Et il m'a dit « si tu sens que tu dois le faire, alors fonce, fais-le. Mais réfléchis que ça n'est pas un effet aussi… de parler tout le temps de ça, un effet, non pas destructeur, n'exagérons rien, mais peut-être un peu délétère. Et moi, je n'y ai trouvé que des avantages, de l'espoir. J'ai du tonus, des commentaires qui m'ont moi-même aidé. Et c'est vrai que peut-être que quand le conjoint ne souhaite pas, je pense qu'il faut, personnellement, bien sûr, il ne faut pas le forcer parce que c'est peut-être pour lui encore mettre un pas dans la maladie, alors que si on est en rémission, somme toute, pourquoi en parler encore tout le temps Mais c'est un besoin que moi j'ai ressenti et pas lui. Donc je n'ai vraiment pas insisté. Parfois, au gré des commentaires, je lui en parlais, ça ouvrait le débat et il était très content d'en parler avec moi. Mais suivre le MOOC et tous les modules, je crois qu'il ne le souhaitait pas et je ne l'ai pas incité à le faire finalement. Voilà, donc je le répète, j'ai une chance inouïe, c'est de pouvoir vivre cette maladie en ne posant aucune question sur ma relation parce qu'elle est évidente, elle est entretenue, moi au quotidien, durant tout le temps de ma maladie, en le remerciant de tout ce qu'il faisait pour moi. Toutes ces petites choses qui peuvent paraître insignifiantes, mais qui ont été d'une grande importance. Et donc, il le sait que je suis très reconnaissante. Et lui aussi, il est reconnaissant que je traverse cette épreuve haut les cœurs, en essayant de continuer à faire des projets, en ayant souhaité reprendre mon travail, en essayant d'être forte, mais aussi en avouant mes faiblesses, parce que je ne suis pas qu'une personne forte. Et donc, ça m'arrive encore de pleurer. Je ne me cache pas, je n'ai pas à me cacher. La maladie m'a attristée, elle m'a blessée. Mais cette tristesse, on la partage ensemble. Mais on partage aussi bien d'autres choses, des joies, des projets, un avenir, plus ou moins lointain. Et c'est ce qui nous aide à avancer dans la vie. Voilà. Je ne sais pas si des personnes se reconnaîtront dans mon témoignage. J'espère que oui. J'espère que pour… Justement, Sophie, je crois que ton témoignage fait vraiment écho chez les participants. Là, vraiment, tu parles de choses qui sont très, très sensibles, partagées.
Et je pense que voilà, je pense que c'est vraiment. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage très très ouvert. Je crois que beaucoup s'y retrouvent. Et je reprendrai, moi juste, j'ai vraiment envie de rebondir sur ce mot-là que Bernard Delcourt vient de nous adresser. Il parle de plus de vérité. Et je pense que c'est ce que toi, peut-être, tu as trouvé dans cette expérience du MOOC ou en rejoignant la F3M, ce que certainement beaucoup d'entre nous trouvons. Et ce qui nous aide à traverser cette épreuve, c'est vraiment la vérité, l'authenticité et l'humanité que cette épreuve permet de partager. Et ça transforme tout. Ça nous transforme nous, ça transforme nos proches, ça transforme nos relations et ça transforme l'existence. Et c'est ce que cette épreuve peut nous apporter de mieux, même si c'est un peu cher payé. Voilà, Karen. Si je devais, puisqu'il est 7h moins 5, un petit mot de la fin en ce qui me concerne. C'est Hervé qui nous a transmis un message d'un participant, d'une participante qui s'appelle Tayo et qui me servira à moi de conclusion parce que je pourrais jamais dire aussi bien. Vivre est éphémère. Le fait de participer au MOOC restera pour moi un moment éternel. Voilà, je ne pouvais pas dire mieux, je ne peux pas dire mieux, donc pour moi, ça sera mon mot de la fin. Merci, merci, un grand merci. Et bravo, Sophie, parce que c'est la première webconférence que tu animes avec Karen et merci pour ton authenticité et puis c'est un grand plaisir que d'être présent ce soir à vos côtés à l'une et à l'autre. Je vais proposer à Karen de conclure dans les quelques minutes qui nous restent ensemble. Et voilà, à toi, Karen. Beaucoup de choses ont été dites, et notamment tous ces témoignages, dont celui de Sophie et tout ce qu'on a partagé sur le MOOC. Et finalement, moi, tout ce que j'entends depuis plus de 20 ans dans ma pratique professionnelle, toutes ces rencontres, tous ces vécus, moi, je dirais, puisqu'on est là quand même autour de la question des relations avec l'entourage, puisqu'on comprend tous dans un tel moment combien les relations sont essentielles, moi, j'aurais quand même envie d'apporter un mot qui me semble assez essentiel pour préserver les fondamentaux, je dirais, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, de la bienveillance. Voilà ce que j'avais envie de dire. De la bienveillance. Il y a une question à laquelle j'aimerais répondre qui nous vient de Gilles. Aurons-nous un petit rappel pour le MOOC d'octobre? Alors, ça a été évoqué tout à l'heure par Karen qui indiquait qu'il s'agissait de la 4e session et qu'il y aurait une 5e session du MOOC qui interviendra lors de la journée nationale du myélome qui commencera à partir de cette date-là. Donc oui, il y aura une prochaine session. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, nous rejoindre l'équipe des tuteurs en vous adressant directement à l'association, comme l'ont fait Sophie ou d'autres, et qui, avant vous, ont été tout simplement des participants et ont décidé de contribuer, de s'engager. Voilà. C'est donc au mois d'octobre que reviendra le MOOC. Et oui, vous serez avertis par mail de la prochaine date du MOOC. Voilà. Ça va être le moment effectivement de se quitter. Un moment
un moment important pour nous de cette belle aventure, un moment où on se dit au revoir. Et puis, je voudrais vraiment remercier Karen. Karen nous accompagne tous, vous les participants, les tuteurs également, puisqu'elle elle nous aide, elle nous apporte son expertise, mais aussi toute son humanité. Et donc, merci de nous accompagner pendant toutes ces webconférences et de nous consacrer du temps. Et c'est effectivement une chose précieuse que de consacrer du temps pour cette belle cause qu'est le MOOC. Voilà, je vois les merci qui arrivent. Si vous voulez nous rejoindre, comme le dit Bernard, vous avez l'adresse mail de Pierre Fertile. Alors Pierre est vraiment quelqu'un qui s'est énormément investi pour arriver à construire cette équipe, la faire vivre, l'équipe des tuteurs, sans laquelle vraiment bien tout cela serait un édifice bien faible, bien instable. Il s'est consolidé grâce aux tuteurs. Voilà, donc Pierre Fertile sans point @yahoo.fr, et un grand merci à Pierre qui nous a rejoint tout à l'heure. Voilà, il est 19 h, c'est le moment de vous dire au revoir, de vous dire à bientôt. Et de terminer le MOOC jusqu'à la fin de cette semaine, et à bientôt au mois d'octobre pour ceux qui souhaiteront nous rejoindre. Au revoir et bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir à tous.